laissant la parole au président, c'est pour Tissot. Oui, je voulais juste présenter un peu l'approche du son. Je pense qu'il y a même dans cette salle des personnes beaucoup plus habilitées, beaucoup plus averties pour présenter cette approche. La société civile a mis en place du son d'abord. C'est un cadre où on veut organiser un large débat, une large discussion, un large public. L'objectif de DISO, c'est d'organiser un large débat public citoyen autour en vue d'identifier les enjeux et de proposer des solutions. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on était dans un momentum très important avec un changement de régime, un changement de paradigme, un changement de vision. C'était important que la société civile puisse mettre un mécanisme qui permettrait un peu de prendre en charge leurs préoccupations, mais aussi d'influer durablement sur la formulation du politique public. Disons que le tabac, c'est deux approches différentes. C'est un dialogue avec le gouvernement, mais aussi un dialogue structuré avec les partenaires tels que l'Union européenne qui, en termes de réflexion sur sa stratégie de coopération. Nous avons essayé de le faire et de le structurer en 2-3 phases clés. C'est d'abord la diversité des acteurs non-étatiques de la société civile, c'est d'organiser des fois ce qu'on appelle des positions harmonisées, des positions communes. Parce que chaque organisation aussi a sa propre vision, son mode opératoire, sa manière de faire, sa manière aussi de penser les choses. Donc c'était important que dans une phase qu'on appelle une phase 0, de regrouper toutes ces sensibilités-là. Je pense qu'il y a eu au moins 137 contributions, différents experts de la société civile sur différentes thématiques qui ont contribué à construire ce qu'on appelle des notes de positionnement. Des notes de positionnement dans les secteurs clés identifiés dans le cadre donc, de l'agenda. Là, on ne parlait pas d'agenda, on parlait du projet. Donc on était allé voir un peu le projet de candidature pour voir des axes majeurs qui devraient alimenter le projet agenda national de transformation. Donc c'était important qu'on regroupe un peu toutes ces expériences-là pour structurer et alimenter la réflexion. Très longtemps, l'approche concurrentielle des projets, des ressources, nous ont mis dans une posture de concurrents, mais pas des postures de collaborateurs. On compétit pour accéder aux ressources, on compétit pour se positionner, etc. Donc, dans tel secteur, les gens n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Donc, le DISO, c'était de faire aussi un DISO interne, qu'on puisse travailler et discuter. Je pense que c'était très important et que ça a été franchement un élément déclencheur qui a permis un peu de travailler sur cela. Et la seconde phase, c'est de dire qu'une fois qu'on harmonise, qu'on stabilise, allons ensemble pour discuter, pour dialoguer avec les sectoriels, sur la base d'un socle commun, minimal, déjà identifié et accepté par tous. Et c'est dans cette phase-là, c'était de dire aussi qu'il soit un dialogue direct, pas un dialogue, c'est un direct, c'est-à-dire avec la plus haute autorité du secteur, c'est-à-dire que le ministre en tête. Donc que le ministre ne vienne pas dans les rencontres, ouvrir et partir, mais qu'il reste avec les acteurs et discuter à bâton rompu sur ces questions-là. Et ça n'était pas très facile aussi, parce que les ministres n'ont pas cette habitude-là. Donc d'avoir un peu, même si des fois on trouve les anciens, les professeurs, etc., mais dès qu'ils ont une posture de ministre, ce n'est pas évident d'avoir ce dialogue direct
avec les acteurs. Et ce dialogue, on l'a instauré avec beaucoup de séances de travail, de préparation avec les cabinets. Et je sais qu'il y a pas mal de ministres qui ont programmé, mais après, ils se sont dit, bon, le format ne m'arrange pas, parce que ça, etc. Et c'était, mais je pense qu'il y a des ministres qui sont s'exercer là-dessus. Et aujourd'hui, que ce soit le ministre de l'ESS, du pétrole, du gaz, Soleil, aujourd'hui, on est en discussion très avancée avec Abdurrahman Diouf, parce qu'on avait fait une pause. Ces 2 minutes, c'était avant la programmation, la publication de l'agenda. Aujourd'hui, après la publication de l'agenda, on a repris pour s'ajuster et réajuster par rapport maintenant à l'agenda. Et la prochaine étape, c'est avec Abdurrahman, je pense, Sarr. Jeudi, on a une rencontre, par exemple, avec son secrétaire général pour harmoniser, pour travailler là-dessus, pour reprendre le processus de discussion avec ça, parce que c'est important qu'on puisse le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle le DISO, avec le gouvernement. Mais aussi, parallèlement, et d'une manière complémentaire aussi, on a le dialogue structuré avec l'Union européenne. Quand on dit l'Union européenne, c'est l'Union européenne avec tous ses États membres. Nous avons, avec les ambassadeurs aussi de plus haut niveau, essayé aussi de mettre un mécanisme pour aussi travailler avec l'Union européenne et les États membres sur la stratégie d'intervention. Comment aussi la société civile, on doit être capable aussi de travailler avec un partenaire de développement pour s'asseoir, discuter sur des problématiques majeures en termes de coopération, mais aussi comment les réponses qu'ils apportent doivent être des réponses adaptées donc, aux besoins des acteurs de la société civile et des communautés. Donc ce même mécanisme aussi est fait et on a des temps de discussion. Je pense qu'on est sur notre 3e session. On a déjà lancé la session à Dakar au mois de novembre pour discuter sur des problématiques majeures. Donc, après, on s'est revu, décentralisé pour être beaucoup plus proche des communautés, des acteurs de terrain à Sédhiou. Et l'idéal, c'est de ça. L'esprit, c'est le mode opératoire, c'est aussi de le faire au plus haut niveau, avec les ambassadeurs de tous les États membres. Je pense à Sédhiou, on était une dizaine d'ambassadeurs qui sont déplacés à Sédhiou avec les acteurs où on a pris des problématiques précis sur l'employabilité des jeunes. Et ces questions ne sont pas détachables de l'alignement et des priorités nationales. Et c'est de dire, après maintenant, ce dialogue structuré, les résultats, comment mettre aussi un mécanisme de suivi, mais aussi de réponse. À Sédhiou, on a travaillé fondamentalement avec 150 jeunes entrepreneurs sur les questions d'employabilité, donc de la zone, etc. Et des réponses ont été apportées. Et dans le suivi, c'est de dire à l'Union européenne, par exemple, accompagner un peu et comment traduire ces éléments de dialogue pour en faire des projets structurants. Et aujourd'hui, il y a des appels à propositions qui concourent à traduire ces éléments-là. Je pense qu'il y a à peu près 6 millions d'euros que l'Union européenne a mis sur la table pour accompagner les conclusions et traduire ces conclusions-là en termes de projets concrets pour les jeunes. Ça a été repris encore au niveau de Saint-Louis sur des problématiques maintenant, la coopération entre le secteur privé et la société civile, le 5 décembre, avec des conclusions, et on est en train de voir aussi comment travailler aussi à traduire pour implémenter, pour mobiliser le secteur privé dans le financement de la société civile, mais vice-versa, etc. Donc, c'est des dialogues structurés. Quand on dit structuré, c'est qu'on ne fait pas, c'est pas des grandes messes. C'est des objectifs très précis qu'on veut atteindre, et ces réponses aussi sont suivies, et qu'il y a un fil conducteur entre maintenant différentes phases et différents dialogues qui se fait. Et c'est ça qu'on dit, c'est structuré, c'est organisé en tant que tel. Et ces deux leviers, que ce soit le DISO avec le gouvernement et le dialogue structuré avec l'Union européenne, doivent concourir maintenant à alimenter maintenant l'agenda national de transformation pour que la société civile, les acteurs, soient beaucoup plus présents dans ce sens-là. Et aujourd'hui, cette rencontre que nous faisons aussi entre dans ce sens-là.
qui va permettre maintenant de mettre un mécanisme, de mettre l'observatoire des politiques publiques pour nous permettre maintenant de suivre d'une manière durable en termes de production de données probantes, en termes pour alimenter ces réflexions. Donc il y a ces différents mécanismes qui permettent aujourd'hui de le faire. Et le DISO aussi, et le dialogue structuré, c'est aussi des investissements structurants. Parce qu'on ne peut pas discuter comme ça en pied en l'air. Il faut avoir, je pense, des pieds bien ancrés au niveau terrain. Et ces structures qui sont les centres de ressources, comme ici, qu'on envisage de démultiplier dans les régions, etc., doivent aussi être des réceptacles de ce dialogue, de ce DISO au niveau territorial. Et ça, c'est important de le mettre aussi, de le linker avec les pôles territoriaux pour voir un peu comment aussi, sur les politiques décentralisées, parce qu'on a aussi une limite quand on voit un peu ces dialogues. On le fait avec le gouvernement, on le fait avec les partenaires, mais aussi il y a une partie, on le fait avec le secteur privé, il y a une partie très importante, c'est les collectivités territoriales. Et je pense que l'enjeu aussi, avec ces structures décentralisées, c'est permettre d'enrôler les collectivités territoriales aussi dans ce dialogue-là, parce qu'ils ont aussi un rôle fondamental à jouer dans la territorialisation des politiques publiques. Et je pense que c'est important que c'est un enjeu sur lequel on doit travailler pour enrôler aussi les collectivités territoriales dans cette approche globale qui est DISO, qui est le dialogue structuré. Voilà grosso modo un peu, professeur, ce que je voulais un peu présenter dans le cadre de DISO. Et ceci est fait dans le cadre du programme d'appui à la société civile qui tire un peu, qui est un élément d'ajustement, parce que quand on élaborait ce programme-là, c'était adossé au PSE. Aujourd'hui, il y a un nouveau référentiel, donc il y a un exercice qu'on est en train de faire pour le réaligner, pour le repositionner par rapport à la nouvelle politique publique. Et ça avec l'appui de notre partenaire stratégique qui est l'Union européenne, mais aussi avec l'État, parce que aussi le programme est ancré aussi au niveau du ministère des Finances. Voilà un peu ce que je voulais partager et remercier encore sur cela. J'espère que je suis resté dans le temps. Non seulement un dialogue, mais passer à l'acte par la suite, à travers des projets structurants dont il a parlé. On aura l'occasion de voir d'assez près comment ça se décline au niveau des autres acteurs. Mais Monsieur le ministre, vous avez là en face de vous une société civile suffisamment expérimentée et qui va directement vers comment influencer l'orientation des politiques publiques et pour agir sur le terrain au travers de projets structurants. Nous allons passer la parole à Ipa, c'est ça? Raza. Oui. Alors, le Raza a aussi une expérience intéressante de formulation d'un rapport indépendant sur le développement du Sénégal et de l'Afrique. On va aussi entendre notre ami Ali Gori, que je rencontre sur le net. Voilà. Merci. Merci. C'est un honneur de vous rencontrer également, de vous rencontrer encore, également de partager le panel avec un jeune frère, Moussa, avec qui on a eu à travailler dans d'autres cadres, notamment sur le financement climatique dans la région de Fatick. Donc, je me nomme Aliou Goridou, je suis géographe de formation. Je suis spécialisé sur les questions d'environnement et de changement climatique. Et je suis également membre du RASA, au nom duquel je vais faire une brève présentation, donc, notamment de cet ouvrage que le RASA vient de produire et qui s'intitule Nouvelle vision pour la transformation du Sénégal, levier stratégique de rupture. Donc, c'est un ouvrage qui a été publié en novembre. Auparavant, je voudrais un peu faire un rappel de ce que c'est le RASA. Le RASA, c'est un acronyme, rapport alternatif sur l'Afrique. Donc, tel que son nom l'indique, le RASA est une initiative qui vraiment essaye d'offrir une perspective
endogène, surtout sur les réflexions, mais également sur les politiques publiques en Afrique, sur les rapports qui sont faits sur l'Afrique et par en général les institutions internationales et qui ne sont pas en général vraiment, qui ne reflètent pas la réalité en Afrique. Et donc c'est une initiative d'organisation de la société civile africaine, de personnalités africaines. Je peux en citer une qui est décédée, paix à son âme, Samir Amin. Donc c'est tout ce beau monde qui se sont réunis donc, pour mettre en place cette initiative, pour vraiment travailler à un renversement idéologique de ce qui se fait en Afrique et de ce qui se dit sur l'Afrique. Le RASA aussi, c'est un groupe WhatsApp très dynamique, le RASA Sénégal. C'est une structure continentale, mais on a une branche sénégalaise très dynamique à travers un groupe WhatsApp. Et c'est dans ce groupe WhatsApp que l'initiative de cet ouvrage a été donc prise. Dans quel contexte? Dans le contexte de l'alternance, quand le chef de l'État a annoncé l'élaboration d'un nouveau document de référence des politiques publiques. Étant donné que le RASA est un think tank, nous avons donc saisi cette opportunité pour dire que nous allons également donner nos contributions par rapport à nos différents champs de spécialisation. Et c'est ainsi que l'ouvrage est né. Et l'ouvrage est composé de 7 parties. Cette partie, mettons cette thématique, où nous avons la première thématique, ou bien la première partie qui porte sur l'appareil d'État, sur les institutions, sur la gouvernance, et puis une deuxième partie qui porte sur le capital humain, une troisième partie qui porte sur la souveraineté, de façon plus précisément la souveraineté économique. Nous avons également l'enseignement supérieur comme thématique. Nous avons aussi tout ce qui est lié à l'aménagement du territoire, à l'énergie et à l'environnement. Donc nous avons là les 7 thématiques que l'ouvrage couvre. Et nous avons 21 chapitres, donc 246 pages. L'ouvrage est rédigé par 17 auteurs, 17 contributeurs, donc qui sont membres du RASA et dont les profils couvrent, comme on l'a dit tout à l'heure, la gouvernance, mais également le secteur de l'éducation, le secteur de la religion, le secteur de l'économie numérique, de l'agriculture, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'énergie, mais également des secteurs, des thématiques liées à l'équité et également à la promotion des langues nationales. Bon. Par rapport à cet ouvrage, je ne vais pas entrer en détail dans les différents chapitres. Je cherche juste à vous donner le goût d'aller l'acheter. Mais quand même, il y a des notions et des concepts forts qui structurent l'ouvrage. Parlant de RASA, je pense qu'il y a des concepts souvent qui reviennent, tels que les concepts de rupture, les concepts de réforme, les concepts de changement de paradigme, mais surtout le concept de souveraineté. Et si vous parcourez l'ensemble des chapitres, des 21 chapitres, il y a un concept qui revient tout le temps, c'est ce concept de souveraineté et de rupture. Les contributeurs ont travaillé vraiment à proposer, à faire des propositions qui vont dans le sens de rompre avec le modèle dominant, le modèle qui est jusque-là en cours dans notre pays. Par exemple, je prends l'exemple par exemple de la gouvernance, où le contributeur, en particulier Eliman Khan, propose une révolution constitutionnelle avec une gouvernance plus inclusive, une gouvernance de rupture qui met les populations au cœur des processus de décision. Parce que jusque-là, nous avons un État qui est un héritage du modèle d'État colonial, qui, nous le savons tous, met en avant une minorité d'élite qui prend les décisions pour l'ensemble de la population. Et dans ce chapitre, Eliman propose vraiment de renverser ces momentum
et d'essayer de mettre au cœur des processus de décision et de gouvernance des populations. Nous avons également, dans le domaine de l'environnement, que moi-même j'ai produit, un appel à un changement de paradigme, puisque les questions d'environnement, de notre point de vue, sont souvent mal approchées. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que c'est incongru de créer un ministère et de l'appeler ministère de l'Environnement, puisque l'environnement n'est pas un secteur. Et cela est lié au fait, à la naissance des préoccupations environnementales au début. Il y avait cette approche très protectionniste. C'est cette approche protectionniste qui est partie des États-Unis avec la création de l'Agence de protection de l'environnement et qui s'est répandue dans le monde où on a créé des ministères de l'environnement. Donc, on a au niveau de l'environnement une approche qui cherche davantage à protéger, et ça se comprenait puisque le contexte de naissance des préoccupations environnementales était dans les années 50 un contexte donc, de dégradation des sols, de contamination des ressources en eau. Donc, le réflexe était de protéger. Mais l'environnement dépasse justement cette approche. L'environnement, il y a la dimension protection, mais également il y a la dimension économique, il y a la dimension esthétique, il y a la dimension culturelle, il y a la dimension éducative. Donc il y a tous ces aspects qui ne sont pas assez pris en compte par l'approche de l'environnement qu'on a dans nos États jusque-là. Et donc ce chapitre appelle à un changement de paradigme qui appelle même à, disons, sortir de l'environnement de ministère et d'en faire une structure qui est au-dessus, donc en tout cas qui est transsectorielle. Voilà donc, professeur, disons en guise de résumé, ce que je voulais donner comme aperçu par rapport donc, au contenu de ce livre que la RADA donc, vient de publier. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir proposé ce rapport alternatif sur l'Afrique et de structurer la réflexion autour de cette thématique, mais surtout des concepts centraux, notamment la rupture, la souveraineté et l'approche réforme. Et vous avez évoqué la révolution constitutionnelle, par exemple, comme une dimension, mais également revisiter le concept de l'environnement pour développer une approche holistique de l'environnement, et pas seulement protectionniste. Il y a là donc une volonté de développer une nouvelle vision, d'où le titre du livre, Nouvelle vision pour la transformation du Sénégal, publié en 2024, novembre 2024, qu'on vous suggère de lire. Et comment se procurer le livre? C'est à l'Harmattan. C'est à l'Harmattan. Oui. Cette fois-ci, le rapport n'est pas gratuit. Il est vendu. À quel prix? 15 000. À 15 000 francs. Est-ce que vous pouvez le livre sur rapport alternatif, n'est-ce pas? Rapport indépendant qui est réalisé par le RASA depuis maintenant plusieurs années et en convergence avec ce que le nouveau gouvernement vient de nous proposer. Je crois que le ministre avait insisté tout à l'heure sur cette volonté de transformation, et ce que le président Malick Diop a aussi indiqué. Il y a là une convergence de volonté de travailler à la transformation économique et sociale du Sénégal. Et donc c'est très heureux qu'on en arrive là. Il sera présenté samedi prochain. Voilà, il nous indique que ce sera présenté à l'Harmattan samedi prochain, n'est-ce pas? Et si vous voulez faire le déplacement, ce serait très salutaire. À 15 h. À 15 h. Merci beaucoup, docteur Alioune Gory Diouf. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à docteur Mountaga, qui va nous parler de l'expérience du Gérard, n'est-ce pas? Donc, vous allez présenter et, comme les deux précédents, rester sur le temps qui est de 10 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup, professeur. Je suis Mohamed Mountaga Diallo. Je suis professeur de géographie et d'aménagement routier. Je remercie le réseau de nous avoir associés à cette journée d'échange sur des problématiques clés de développement.
Donc, je m'interroge un peu sur la contribution des pôles territoires dans la matérialisation de l'agenda national de transformation. Et je vais faire la lecture à partir de 3 points. D'abord, la vision en termes de rappel. La question, ou si vous voulez, la notion de pôle, et terminer par voir comment est-ce que, effectivement, ces pôles-là pour participer à la matérialisation de cette vision. Le GERAC a beaucoup travaillé déjà sur ces questions de développement et d'aménagement du territoire à travers la réalisation de plusieurs recherches, mais également la mise en œuvre d'un certain nombre d'études et de projets qui portent sur ces problématiques-là. Donc, pour rappel, comme vous savez, la vision, c'est un peu de partir à l'horizon 2050 en Sénégal souverain, juste et prospère. Et cette transformation systémique repose sur un développement endogène. Et qui dit développement endogène parle de cette nécessité de partir des territoires en termes de potentialité, en termes de ressources, en mobilisant les acteurs de ces territoires-là pour transformer ces ressources territoriales et donc impulser les dynamiques de développement. Donc en soi, la vision Sénégal 2050 a un fondement, une dimension indéniable en matière d'aménagement et de développement territorial. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective-là que s'inscrit l'objectif de la stratégie, qui est là aussi un peu de promouvoir ce développement en se fondant sur ces ressources territoriales. Quand on regarde la vision, il y a un certain nombre d'éléments clés qui sont importants et que nous pouvons lire dans une perspective d'aménagement et de développement territorial. On parle d'un Sénégal juste. Comment est-ce qu'à partir des pôles territoires, on peut concrétiser cette vision d'un Sénégal juste? Nous considérons le pôle territoire comme un cadre de territorialisation, si vous voulez, des politiques publiques. C'est un ensemble de territoires avec un certain nombre de polarités, avec un certain nombre de concentrations, avec un certain nombre de moteurs de croissance, donc avec l'existence d'un certain nombre de ressources territoriales qui, valorisées, peuvent permettre de tirer ce territoire-là. Et donc, en travaillant à territorialiser les investissements publics au niveau de ces ensembles territoriaux, comment est-ce que nous pouvons arriver à bâtir un Sénégal juste? C'est en arrivant justement à construire sur la base de la valorisation de ces ressources, de ces différents pôles qui seront mis en œuvre, de bâtir donc le développement. Aujourd'hui, quand on regarde la configuration du Sénégal, c'est un Sénégal des inégalités, c'est un Sénégal des disparités territoriales, avec de fortes concentrations de la croissance de l'activité au niveau de Dakar. On parle de 46, je crois 46% du PIB contre une part relativement faible pour le reste des autres régions du Sénégal. Donc en arrivant à construire des pôles à l'intérieur du territoire, c'est d'arriver à une meilleure répartition de ce PIB-là. Et donc à une meilleure répartition des richesses qui sont produites sur le territoire national. À casser, si vous voulez, cette macrocéphalie de Dakar. Donc en atténuant les disparités, parce qu'il y aura d'autres zones de concentration économique, des zones de création d'emplois, de création de revenus, d'offres, de services de qualité. Et en le faisant, on règle justement cette question des inégalités. Et donc on construit ce Sénégal juste. Ce Sénégal juste du point de vue de l'équité territoriale, juste
du point de vue social, juste du point de vue territorial. Donc ça, c'est le premier élément. Le second élément, on parle d'un Sénégal prospère. La prospérité à partir de ces pôles, c'est quelque chose d'important et qui est faisable. Les 8 pôles ont été identifiés sur la base de leur spécificité territoriale. Donc ce sont des territoires qui chacun dispose d'un certain nombre de ressources. Et arriver à valoriser ces ressources en organisant de manière cohérente la territorialisation des politiques publiques, donc la territorialisation des investissements publics, que ce soit dans le cadre des agropoles, dans le cadre de la mise en œuvre ou de l'opérationnalisation d'un certain nombre de moteurs de croissance, que ce soit dans le cadre des filières touristiques, dans le cadre des filières halieutiques ou des filières agroalimentaires ou des filières minières, c'est de permettre donc de développer ces territoires-là à partir de leur potentialité. Et donc de créer dans ces espaces des conditions de vie favorables, de créer des revenus et donc de créer des emplois. Donc c'est ce qui va nous permettre également de participer à cette prospérité du Sénégal. Et donc pour dire en fin de compte que si on inscrit les pôles dans la perspective de l'agenda national de transformation, ça nous permet d'être dans une démarche de développement territorial. Parce que l'agenda national de transformation privilégie un scénario de développement centré sur les territoires. Et dans cette perspective-là, elle vise à réussir 2 articulations qui sont essentielles. D'une part, arriver à responsabiliser davantage les territoires. Cela passe par le renforcement des capacités techniques et financières des collectivités territoriales. Et de l'autre part, de centrer l'État autour de ses priorités, en définissant les grandes orientations du développement, ce qu'on appelle un peu l'État stratège. Le deuxième élément qui est important, c'est cette question de l'approche territoriale du développement. Et quand on lit, si vous voulez, la stratégie nationale de développement sur l'horizon 2025-2029, on se rend compte que cette approche territoriale du développement, elle est mise en avant. Et en fin de compte, le pôle territoire constitue donc un cadre d'opérationnalisation parce qu'il se présente comme un espace qui sera le réceptacle de l'ensemble des politiques publiques, de l'ensemble des investissements. Et donc, ce qui constitue un élément extrêmement important. Maintenant, que ce soit pour le GERAP ou pour les autres acteurs impliqués dans la réflexion autour du développement, il y a encore des questions sur lesquelles on doit travailler dans cette perspective-là. Il y a la question de la gouvernance des pôles qui mérite d'être adressée, d'être approfondie. Il y a la question de la participation citoyenne. Il y a la question du rôle du secteur privé national dans la construction et la fonctionnalité des pôles. Donc c'est autant de réflexions qui nous interpellent et sur lesquelles nous, au niveau du GERAP, dans le cadre de nos études, dans le cadre de nos recherches, nous sommes en train de travailler pour continuer à alimenter ces réflexions-là en termes de résultats de recherche, mais également en termes de propositions, de préconisations au profit des pouvoirs publics. Donc voilà ce que j'avais à partager de manière résumée. Merci beaucoup. Je voulais juste m'assurer que vous avez présenté. Voilà. Le sujet donc porte sur l'évaluation comme instrument d'apprentissage et de prise de décision. Allez-y. Il y a le sommaire, allez-y vite. Tout le tableau, introduction générale, évaluation comme outil d'apprentissage, évaluation comme outil de prise de décision, conclusion générale. On tourne.
c'est l'introduction générale. Je vais commencer par présenter Sénéval. C'est l'association sénégalaise d'évaluation. Donc, c'était un réseau au départ de 2003 à 2012. Ensuite, c'est devenu une association à partir de 2013. Et depuis lors, nous vivons sous ce statut-là. Dans le domaine de l'évaluation, Sénéval est aujourd'hui une organisation de référence nationale et internationale. Et est membre de plusieurs organisations chrétiennes. On y va. Je ne vais pas les citer, hein. AFEA, non, allez-y. Réseau francophone d'évaluation, Organisation internationale de la coopération en évaluation. La mission de Sénéval consiste globalement à contribuer au développement de la culture et de la pratique de l'évaluation au Sénégal et en Afrique à travers diverses activités. Ça porte sur le renforcement des capacités, sur le plaidoyer, et tout cela, c'est pour l'institutionnalisation des politiques publiques. Le rôle de l'évaluation. L'évaluation joue un rôle central dans la gestion des projets, des programmes et des politiques publiques. Ça, tout le monde le sait. Loin d'être une simple mesure de performance, elle consiste aussi en véritable outil d'apprentissage et de prise de décision. C'est l'objet de notre intervention. L'option est de passer par l'information qui est transversale dans tout dispositif d'évaluation. En effet, lorsqu'elle est comprise et assimilée, l'information produit de la connaissance qui va permettre de prendre des décisions et de poser des actes. Nous avons sorti des sentiers battus, donc prendre l'information comme trame de notre intervention. Place de l'information dans l'évaluation. Donc, en matière d'évaluation, l'information est centrale. Nous avons l'information qui est là, qui est centrale, c'est telle que l'on délimite, c'est telle que l'on collecte, c'est telle que l'on traite, c'est telle que l'on analyse, c'est telle que l'on restitue, c'est telle qui permet de générer un rapport et de faciliter la prise de décision. Mais tout cela passe par un certain nombre de modalités d'outils. Dans un premier temps, pour délimiter, il y a un travail de cadrage à faire. Donc si on a un cadre logique déjà, ça délimite. Si on définit des indicateurs, ça délimite. On dit que qui trop embrasse, mal étreint. Donc c'est important de délimiter cette information. Pour collecter, il y a des méthodes, il y a des outils. Pour traiter, maintenant on utilise de plus en plus de logiciels. Il faut un travail de dépouillement, d'appurement. Pour analyser, on y va. Il y a des extractions à faire, des commentaires, des interprétations. Et pour restituer, et là c'est important, ce qu'on restitue, quand on dit restituer, c'est projeter une image plus précise et mieux structurée. Il ne s'agit pas tout simplement de redonner ce qu'on a collecté sur le terrain. Et ça, en général, nous autres évaluateurs, nous pêchons. On vient, on restitue des données souvent brutes. Mais ce qu'il faut faire, c'est un travail d'affinement pour avoir une image plus précise et mieux structurée. Ça, c'est important. Et donc, pour générer le rapport, là aussi, on pêche. Le rapport d'évaluation doit être un rapport de suivi des projets, c'est-à-dire d'étape en étape, on doit sentir le projet qui se réalise, mais pas faire un rapport d'activité qui est là, qui est descriptif. Là aussi, souvent, nous autres évaluateurs, nous pêchons là-dessus et il y a un changement à apporter à ce niveau. Faciliter la prise de décision, évidemment, cette prise de décision doit être fondée sur l'information. On y va. Donc, je reprends un peu en reprenant l'évolution de l'évaluation, de l'information. Au départ, on a un contexte. Allez-y, sortez, voilà, parfait. C'est un contexte où on a des données, c'est diffus. Ensuite, il y a les données, c'est celles que l'on traite, que l'on collecte, que l'on traite. On a l'information à partir de l'analyse de la restitution. Et quand on passe, il y a la connaissance et ça aboutit à ce qu'on appelle la sagesse. Ce concept de sagesse me dérange, j'aurais aimé un autre concept. Mais voilà, donc c'est d'abord une donnée, de l'information, de la connaissance. La connaissance exploite l'information. Et quand on empile des connaissances et qu'on les exploite, qu'on s'en sert, on aboutit à la sagesse. Là, vous pouvez aller au prochain slide, c'est une récapitulation donc, qui restitue ce qui a été dit tout à l'heure. On y va directement. Voilà. Évaluation comme outil d'apprentissage, on entre vraiment dans le fond du sujet. Il y a trois fonctions.
Une première fonction, c'est la fonction production de connaissances. Lorsqu'elle est comprise et assimilée, l'information produit de la connaissance. Cette connaissance va permettre de prendre des décisions et de poser des actes. La connaissance est donc l'appropriation d'informations. Elle est censée éclairer nos actions et nos décisions. Donc c'est la fonction production de connaissances. Il y a la fonction formative de l'évaluation. L'évaluation formative accompagne l'apprentissage en fournissant des retours réguliers sur les progrès réalisés, c'est important. Elle permet d'identifier les points forts et les actes d'amélioration, d'ajuster les stratégies d'apprentissage, de maintenir la motivation par des objectifs atteignables, ça me motive, de développer l'autonomie et la métacognition. C'est important cette fonction d'apprentissage. Il y a là maintenant, il y a la troisième fonction, c'est la fonction d'autorégulation. Oui, mais autorégulation des apprentissages. L'évaluation favorise l'apprentissage en mettant en lumière des données probantes sur les processus et sur les résultats. Elle encourage l'apprenant à prendre conscience de ces processus cognitifs, développer des stratégies d'apprentissage efficaces, s'approprier les critères de réussite et enfin devenir acteur de sa progression. C'est important qu'on soit centré sur nous-mêmes. Il y a quelques conditions favorables pour que l'évaluation soit un outil d'apprentissage efficace. Plusieurs conditions doivent être réunies. Première condition, participation active des parties prenantes. M. le ministre en a parlé. Impliquer donc les bénéficiaires, les gestionnaires, les décideurs, les chercheurs, tout le monde dans le processus d'évaluation. Autre condition, c'est la culture organisationnelle favorable. Promouvoir un environnement où l'échec est perçu comme une opportunité d'apprendre. Tomber, c'est pas grave. C'est quand on reste à terre que c'est grave, mais quand on se relève, c'est important. On y va. Il y a la transparence et la communication. Transparence, ça revient tout le temps. Partager les résultats de manière claire et accessible. Donc il y a les trois aspects-là, c'est important que ça apparaisse comme condition. On passe à l'évaluation comme outil de prise de décision. Il y a 5 orientations ici. Orientation stratégique. L'évaluation fournit des informations stratégiques essentielles pour obtenir les décisions. En ce sens, elle permet de prioriser les actions en fonction de leur impact, de réorienter les ressources vers les interventions les plus efficaces, d'identifier les risques et opportunités. Deuxième orientation, c'est dans le pilotage. L'évaluation fournit des données objectives pour mesurer l'efficacité des dispositifs mis en place, identifier les besoins d'adaptation, optimiser l'allocation des ressources, définir des axes d'amélioration. Troisième orientation. Orientation, c'est dans la gestion, après le pilotage. Il faut comprendre la gestion adaptative. Parce que dans un contexte incertain et en constante évolution, l'évaluation soutient une gestion adaptative. Elle doit permettre une réponse rapide au changement de contexte, une amélioration continue des stratégies et pratiques. Et orientation vers les évidences. La prise de décision doit être basée sur les évidences. On parle de plus en plus maintenant d'évidences. Et je crois qu'il est quand même très avancé dans ce domaine. Une évaluation qui se veut rigoureuse doit permettre de dépasser les impressions ou les intuitions, en fournissant des évidences concrètes. Cela réduit les risques liés à des décisions mal informées. M. le ministre a parlé des évidences. Les outils comme les enquêtes, les groupes de discussion, l'analyse de données quantitatives jouent un rôle crucial dans ce processus. Et dernière orientation, c'est mal bien, c'est orientation vers une évaluation efficace. C'était le draft, plutôt, on a corrigé après. Il y a deux aspects. Il y a la pertinence des critères, donc l'évaluation doit s'appuyer sur des objectifs clairement définis ou des résultats clairement définis, la participation des acteurs, des indicateurs mesurables, des critères transparents et compris, une méthodologie rigoureuse. Deuxième aspect, c'est l'exploitation des résultats. Il faut la pertinence des critères, mais aussi ici, il faut l'exploitation des résultats. Pour être utile, l'évaluation nécessite une analyse approfondie des données, une communication claire des résultats,
un suivi des actions d'amélioration et enfin une culture de l'évaluation partagée. On parle tout le temps, nous, au Université Val, de culture de l'évaluation. Il y a quand même, après tout cela, des limites et des défis. Malgré ces avantages, l'évaluation présente certaines limites. La résistance au changement. Les organisations peuvent être réticentes à appliquer les recommandations issues des évaluations, c'est ce qui arrive souvent. Il y en a qui font une liste de recommandations et qui essaient de faire le suivi, mais souvent ça pêche. La qualité des données, c'est important, M. le ministre en avait parlé aussi. Des données insuffisantes ou peu fiables peuvent limiter la pertinence des conclusions. Il y a les coûts et les délais. L'évaluation peut être coûteuse et prendre du temps. Mais en principe, comme on a prévu un certain pourcentage pour les think tanks ou la recherche, je crois que l'évaluation devrait prévoir un pourcentage, ou bien loger l'évaluation dans ce pourcentage. Il faut que ça coûte. Il faut que ça prenne du temps, surtout quand on veut qu'elle soit participative. Mais souvent dans les missions, on vous donne un temps comme cela et on vous demande de gérer tout un programme. C'est parfois difficile. Conclusion générale. Une première conclusion. L'évaluation comme un puissant levier. L'évaluation, lorsqu'elle est bien conçue et mise en œuvre, constitue un puissant levier d'apprentissage et de prise de décision. On était dans ce contexte. Elle aide les organisations à atteindre leurs objectifs de manière efficace et durable, tout en favorisant une culture transparente. Il y a un problème de français ici. Elle aide l'organisation à atteindre les objectifs de manière efficace et durable, tout en favorisant une culture de transparence, de transparence et d'amélioration continue, c'est bon. Pour maximiser son impact, il est essentiel de créer les conditions propices à son intégration et à son utilisation dans les processus de gestion et de décision. Quand nous insistons sur l'institutionnalisation, c'est un peu cela que cela signifie. Maintenant, évaluation comme moyen de progresser. L'évaluation n'est pas une fin en soi, mais un moyen de progresser. En tant qu'instrument d'apprentissage, elle permet d'améliorer les pratiques et de tirer des leçons des expériences passées. Même si elle est exemptée, on tire des leçons des expériences passées pour pouvoir élaborer des projets, pour pouvoir définir des indicateurs. En tant qu'outil de prise de décision, elle éclaire les choix stratégiques et renforce la pertinence des actions entreprises. Investir dans des évaluations de qualité, c'est s'assurer de bâtir des projets et des politiques plus efficaces et plus durables. Et enfin, en résumé, l'évaluation est à la fois un miroir réfléchissant, nos efforts, et un phare qui guide nos futures actions. Je vous remercie. Excusez-moi, c'est pour s'accorder parce que c'est pas moi-même qui déroule, quoi. Merci. L'évaluation, un cours complet qui renseigne sur d'abord votre expérience d'enseignant, mais également votre expérience d'évaluateur. Et je crois que tout le réseau est fier de voir cette présentation qui reflète effectivement le fait que institutionnaliser l'évaluation participe d'abord à créer des savoirs de façon continue, des connaissances, mais aussi cela permet de développer de la transparence en permettant aux acteurs de se retrouver dans la maîtrise de leur évolution, de leur progression et de ce que vous avez appelé l'évaluation comme un espace d'apprentissage collectif. En tout cas, on vous remercie infiniment. Je crois que le fait qu'on ait le ministre conseiller en charge de l'évaluation, du suivi-évaluation des politiques publiques est un indicateur de la manière dont l'institutionnalisation de l'évaluation est opérée au sein de l'État du Sénégal. Nous allons, en tout temps, vous remercier infiniment et vous rassurer que malgré la perception de la longueur, on a suffisamment compris la qualité de votre message et sa complexité. En tout cas, merci pour cette pédagogie.
Alors, on a encore un ou deux intervenants avant que je ne fasse ma présentation. Ah, ok. Donc, il faudra probablement demander à... Voilà. Oui, vous voulez intervenir. C'est au nom de quelle institution? D'accord. Vous étiez sur le programme de ce matin ou c'est pour tout à l'heure? C'est pour tout à l'heure. D'accord. Donc vous voulez débattre déjà? Ah, vous êtes pour Africa Jom Center qui est sur le programme. Oui, venez faire votre présentation. Merci, professeur, de m'avoir accordé la parole. Je suis anglophone, le français, j'en ai appris comme une deuxième langue. Donc il s'agit, n'est-ce pas, d'un défi linguistique à relever. Là, je vais présenter les activités d'Africa Jom Center. C'est comment votre nom? C'est Dr Abdoulamin Kamara. Ah oui, effectivement. Abdoulamin Kamara. Africa Jom Center, c'est un think tank fondé par le professeur Aduntin. Nous travaillons sur des questions stratégiques liées à la démocratie, aux droits humains, à l'état de droit, à la gouvernance, à la sécurité et l'environnement. C'est un think tank qui est dirigé par une équipe de jeunes dynamiques encadrée par des doyens. Africa Jom, c'est un centre de référence, dans le domaine des compétences, dans le domaine de ses compétences. Africa Jom s'appuie sur les valeurs africaines internationales les plus positives pour relever les défis de la paix, de la médiation, de la sécurité et de vivre ensemble. Africa Jom, entre 2000 et 2024, Africa Jom a rédigé et publié beaucoup de rapports. Le rapport intitulé Le Sénégal, un modèle africain en déclin, déposé auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des pauvres en Banjul. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un rapport alternatif sur la situation de la démocratie et l'état de droit au Sénégal. Africa Jom a aussi publié un rapport sur le Sahel, intitulé « Ce qui doit changer pour les nouvelles approches centrées sur les besoins des populations ». Il y a aussi un rapport sur « Repenser les transitions démocratiques en Afrique de l'Ouest », un autre rapport sur le retour des coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest. Et Africa Jom a aussi publié un rapport sur les nouvelles pathologies de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi, à travers les communiqués, n'est-ce pas, publié des communiqués sur sauver l'état de droit, renforcer la démocratie et garantir la paix civile. L'appel solennel au pouvoir politique et à l'opposition pour un dialogue politique franc, sincère, pour sortir des tourments qui menacent la paix et la sécurité et la stabilité et la démocratie au Sénégal. Donc là, il s'agit, n'est-ce pas, des activités que nous menons au niveau d'Africa Jom. Nous mettons l'accent, n'est-ce pas, sur les richesses qui touchent la démocratie, l'état de droit, la justice, la résolution des conflits et ainsi de suite. Merci beaucoup. Vous avez vu la position dans laquelle le Dr Cheikh m'a placé, de modérer, de devoir faire une présentation qui sera consacrée à l'expérience que le LARTES, le laboratoire où je travaille à l'Université de Dakar, réalise pour accompagner la formulation de politiques d'économie sociale et solidaire au Sénégal. Est-ce que la présentation est au point? Donc depuis 2-3 ans, nous travaillons avec le ministère de l'économie sociale et solidaire, la microfinance de l'économie sociale et solidaire,
à réaliser l'accompagnement stratégique de la formulation des politiques. D'abord, dans un premier temps, nous avons procédé à l'accompagnement du ministère dans l'élaboration participative de la lettre de politique sectorielle de microfinance, économie sociale et solidaire. Auparavant, il y avait une lettre de politique sectorielle pour la microfinance et une autre pour l'économie sociale et solidaire. Et pour la première fois, en 2020, nous avons travaillé à formuler une seule lettre de politique sectorielle pour le ministère, pour les deux secteurs. Alors, cette lettre de politique sectorielle était pour 2020 et 2024 et nous avons travaillé avec la diversité des acteurs à formuler cette lettre de politique sectorielle. Deuxième expérience, c'était auparavant l'élaboration participative également de la loi sur l'économie sociale et solidaire qui a été réalisée en 2021 et l'Assemblée nationale du Sénégal a adopté la loi pour la première fois au lieu de 2023 où je me suis trompé. C'est en 2021 que cette loi a été votée et adoptée par l'Assemblée nationale du Sénégal et notre laboratoire avait participé à aider le gouvernement à formuler ce projet de loi qui a été adopté. Une autre expérience intéressante, c'est l'accompagnement stratégique du ministère autour de ce qu'on peut appeler le réseautage international, où notre expérience de participation aux réseaux internationaux dans le domaine de la promotion de l'économie sociale solidaire devrait être mise à contribution pour accompagner le ministère de l'économie sociale solidaire, en particulier lors de la dernière conférence en mai 2023, une grande conférence mondiale regroupant 6000 participants a eu lieu au Sénégal avec les GSF, la ville de Dakar, le réseau que dirige le président Malick Diop et d'autres acteurs. Et nous avons travaillé avec le ministère de l'économie sociale solidaire pour accompagner ce processus de réseautage. Et dans ce réseautage également, nous avons travaillé à la formulation de la résolution des Nations Unies, sur la première résolution des Nations Unies qui porte sur promouvoir l'économie sociale solidaire dans le cadre du développement durable. Et cette résolution a été portée par le gouvernement du Sénégal et le gouvernement de l'Espagne. Et ce qui a permis en avril 2023 d'avoir cette résolution qui a été votée à l'unanimité au niveau des Nations Unies à New York. Cette expérience est précédée par la mise en place du groupe pilote international sur l'économie sociale et solidaire que nous avons animé avec Dr Chergué et d'autres responsables au niveau international pendant 3 années avant que justement la mayonnaise ne puisse se prendre. Une autre expérience, cette expérience que nous avions réalisée au niveau international et qui a été versée dans la formulation des politiques au niveau national, a été concrétisée depuis maintenant 1 an par la signature d'une convention entre l'USAID, le ministère de l'économie sociale solidaire et notre laboratoire de l'APS, et qui s'est concrétisée par la formation sur l'économie sociale solidaire de 25 cadres du ministère de l'économie sociale et solidaire que nous avons reçus à l'université pendant 3 cycles de séminaires de 3 jours chacun, et ce qui a débouché sur la possibilité de formuler, disons, d'administrer 34 modules de formation sur l'économie sociale solidaire dans les différentes composantes.
Et ensuite, nous avons travaillé à ce qu'on a appelé le renforcement des capacités des acteurs de terrain dans le cadre du même programme. Et nous avions pris les 3 filières ou chaînes de valeur que sont le mat, la chaîne de valeur qui est le fognon et enfin une autre chaîne de valeur, le cuir. Et pour ce renforcement de capacité, le rôle du laboratoire était d'identifier des champions dans le domaine et lesquels champions devraient prendre en charge la formation des autres acteurs. Par exemple, dans le domaine du cuir, nous avons identifié un entrepreneur social assez réputé, l'entreprise s'appelle Maraz, et Maraz a accepté d'accompagner une vingtaine d'artisans installés dans une coopérative à Ngaye Mékhé. Et la formation a eu lieu à Popenguine pendant une semaine. Et cela s'est traduit par un transfert de compétences entre acteurs et ça a donné de très très bons résultats. Parce que la générosité et l'expertise de Maraz a fait la différence. Et les acteurs, la coopérative de Ngaye a été vraiment accompagnée. Et cet accompagnement s'est traduit même au-delà de l'atelier par, disons, la mobilisation du carnet d'adresses de Maraz au service de la coopérative. Il les a aidés à élaborer 2 projets, notamment une coopérative de production et une centrale de vente, d'achat et de vente. Et aujourd'hui, la démarche vis-à-vis des bailleurs est assez avancée pour permettre à la coopérative de Ngaye Mékhé de disposer du financement de ces 2 projets au-delà de la formation qui a été organisée. Nous avons eu la même expérience avec un autre, notamment Cissé, Babacar Cissé, qui lui s'est occupé avec sa structure de la formation sur le cuir, sur le fognon et sur le mat, ou à la fois à Kidira pour le fognon, où une vingtaine de femmes actrices de domaine ont été formées aux techniques modernes de la production et de la transformation du fognon, mais également avec le mat à Ziguinchor, où là aussi une vingtaine de femmes organisées dans des coopératives ont pu l'objet de cette formation. Cette expérience s'est avérée une expérience intéressante. Nous avons aussi accompagné le ministère, maintenant le nouveau gouvernement, dans la formulation des indicateurs du programme de l'économie sociale solidaire du ministère et la formulation de matrices de suivi et évaluation. En gros, ce qui s'est passé, c'est lorsque le nouveau gouvernement s'est installé, le ministère de l'économie et des finances a considéré que dans la lettre de politique sectorielle, il ne trouvait pas suffisamment d'activités qu'il pouvait transformer au plan budgétaire. Et donc, il fallait remembrer le programme du ministère, les aider à remembrer le programme et ensuite avoir des indicateurs qui reflètent les indicateurs à partir desquels travaille le ministère. D'abord de l'économie et des finances, ensuite le ministère de la coopération et de l'économie, du plan et de la coopération. Et donc nous avons, dans un atelier d'une semaine, réuni les 2 ministères avec une vingtaine de cadres du ministère pour les accompagner à formuler des indicateurs SMART qui reflètent évidemment le suivi, l'évaluation de ce ministère et aussi une matrice qui a été mise au point. Alors, ce programme-là allait se prolonger la semaine prochaine, mais comme il est financé par l'USAID, vous connaissez tout est en arrêt et fort probablement même on parle de la suppression de l'USAID dans le schéma de la coopération américaine. Donc
on avait l'accompagnement à l'intersectorialité qui était déjà budgétisé et il fallait simplement le dérouler. On considère que pour que le ministère puisse jouer son rôle, il y a un certain nombre de connexions avec d'autres ministères. Et il fallait identifier ces plages de convergence avec les autres ministères et structurer une démarche intersectorielle. Travailler en sectoriel, c'est une chose, mais travailler en intersectoriel, ça n'est une autre. Et ça renvoie à une autre culture de l'exécution d'une politique publique. Et ensuite, nous avons le mentorat pour les directeurs nationaux. Nous avons des jeunes collègues qui ont été nommés aux fonctions de directeurs nationaux au ministère et qui avaient besoin d'un mentorat, et nous avions trouvé un accord pour réaliser ce mentorat. Et enfin, le ministère avait formulé à l'endroit de Future Future le programme de l'USAID de bénéficier d'une formation, d'un deuxième cycle de formation de 25 cadres du ministère. Et nous avions aussi planifié de le faire courant mars 2025 sur accord de financement de l'USAID. Mais ça, là aussi, ça tombe à l'eau. Mais ce qui est peut-être intéressant à signaler, c'est l'existence de ce manuel que nous venons de réaliser, le manuel de formation sur l'économie sociale et solidaire, qui est préfacé par le professeur Louis Favreau et postfacé par Dr Cherguey, ici présent. Et ce manuel de 325 pages récapitule, disons, toute la pédagogie de l'économie sociale solidaire sur les 34 modules de formation. Il va être vendu la semaine prochaine à 15 000 francs le livre aux presses universitaires de Dakar, et je vous invite à vous procurer ce manuel qui à la fin se termine par disons la structure, la maquette d'un master en économie sociale et solidaire que nous comptons également démarrer en septembre prochain. Voilà, je vous remercie de votre attention. Toi, le khalife général sur l'économie sociale et solidaire, je pense que l'accompagnement que tu fais avec le ministère de l'économie sociale et solidaire le montre. J'y raconte comment en 2001, après avoir participé à la première rencontre, la troisième rencontre sur l'économie sociale et solidaire, nous avons décidé ensemble d'organiser la suivante à Dakar en 2004. Et pendant 3 ans, nous avons réfléchi, conceptualisé, mobilisé les acteurs de l'économie sociale et solidaire d'ici à Bamako, avec la caravane d'économie sociale et solidaire. Et après ça, quand on voit la naissance d'un service, plus d'une direction, puis un secrétariat d'État, puis un ministère de l'économie sociale et solidaire, pour moi c'est l'exemple type de ce à quoi sert la recherche. Être en avant-garde et ensuite accompagner les dynamiques qui puissent permettre de faire naître les évolutions, de faire bouger les lignes. Je pense que ça mérite des applaudissements pour le professeur Abdou Salam. Et c'est exactement ce que font tous les autres think tanks. Je pouvais donner l'exemple du travail qui est fait sur la territorialisation des politiques publiques. Le professeur Amadou Diop, dont j'étais le jeune étudiant que je poursuivais même le dimanche chez lui, travaille beaucoup depuis plusieurs années, même avec d'autres pays africains, pour impulser la territorialisation des politiques publiques. Dans un contexte où au Sénégal, on essaie justement de donner encore plus de place au territoire, il était très important également de voir l'accompagnement qu'ils sont en train de faire avec cette dimension-là. Le rapport alternatif sur l'Afrique, je pense que c'était aussi l'occasion, j'espère qu'il l'a présenté, de présenter l'ouvrage, un ouvrage qui est né sur WhatsApp, comme d'habitude avec le rapport alternatif sur l'Afrique,
plus de 250 experts sénégalais d'ici et d'ailleurs, qui chaque fois que de besoin peuvent se mettre ensemble sur une thématique donnée, sur un enjeu donné pour faire une contribution. Ce livre-là sera lancé samedi prochain et donc il était aussi important que tous les groupes d'acteurs globalement, mais les think tanks particulièrement, puissent avoir une contribution dans l'élaboration et le suivi des politiques publiques. Et pour moi, c'est une promesse, c'est un ensemencement pour le futur, parce que je considère que, comme l'a dit le ministre Mounirou Ndiaye tout à l'heure, on doit entrer dans une nouvelle ère, on doit passer un cap par rapport, dans les relations en tout cas, entre le monde scientifique et le monde de la politique. C'est deux mondes qui ne sont pas étanches, comme lui-même l'incarne, puisqu'il vient de l'université, il vient d'IPAR et il est maintenant au niveau de la présidence, et l'inverse aussi est vrai. Donc, ces deux mondes qui doivent dialoguer, il est très important, dans le cadre d'une célébration comme celle-ci, que nous mettions en valeur toutes les initiatives qui sont en train d'être prises par les différents think tanks. Et donc, c'est comme ça que nous allons continuer avec le prochain panel. Donc, nous vous remercions beaucoup pour ce panel-ci.